Ouais, ça y est, je suis revenu. Désolé pour le contretemps. J'ai dû changer normalement la truc de stream. Théoriquement, maintenant, c'est euh, le bon machin. Je vais quand même aller vérifier vite fait que c'est le bon machin tout de suite. Stock, on va couper le son du coup. C'est pas ça que je cherchais ça. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est le bon truc. Très bien. Allez, je coupe ça ici, je remets le Stream Manager et j'attends que les gens arrivent. Hop. Non, c'est pas un rerun. Il est où mon machin? Il est là. Yes. Donc l'idée c'est de continuer la lecture des électeurs ordinaires de Félicien Faury et de continuer l'analyse euh, de comment ils votent. Voilà, on a bien avancé dans le bouquin. Je crois que c'est le deuxième stream, donc ça va être la troisième là. On va lire, continuer à lire. Au début, je voulais lire que des passages, mais bon, finalement, c'est quand même intéressant comme livre. Donc on en lira une bonne partie. Donc, salut, il ou elle le viewer. Bonjour à toi. Je vais commencer dans 30 secondes, même pas, je pense. Ça va faire venir les gens là-dessus. J'aurais peut-être dû envoyer un petit message. Je vais peut-être faire ça maintenant, du coup. Hop, sur Twitter. Ah putain, c'est chiant. Ok, je préviens juste mes abonnés Twitter. Oups. Voilà. Ok, bon bah je continue du coup. La lecture. Donc on en était resté à tout un aspect sur l'entre-soi blanc, si vous vous souvenez, le fait que il y a toujours cette dualité un peu bizarre de pas vouloir en fait qu'il y ait des blancs autour de soi pour créer en fait toutes des zones, y compris d'associer le fait est-ce qu'il y ait des non blancs dans un endroit à de la perte de valeur. Et donc il y a un espèce d'aspect matériel direct où on n'est pas dans les endroits les plus chers des patelins étudiés, mais on veut pas non plus habiter aux endroits les plus pauvres, y compris même quand des gens du même milieu pourraient déménager. La simple existence de non blancs fait baisser le prix et ça fait comment dire, une frustration supplémentaire. Donc on continue là-dessus. Ok. Alors un centre-ville sans bière. Let's go. Si la peur du déclassement apparaît comme un des moteurs du vote d'extrême droite, j'observe sur mon terrain que le déclassement perçu est moins individuel que collectif, situé à l'échelle territoriale. Ok, donc c'est pas la peur soi-même, hein, c'est évidemment collectif, c'est pour tout le monde. Ok, c'est autour de soi que la situation semble se dégrader à l'échelle de son pays, de sa région, mais aussi plus précisément de sa ville, de son quartier, de sa rue. Les travaux indiquent que l'évaluation subjective de son quartier et de ses évolutions joue un rôle important sur les orientations électorales. Les individus se déclarant proches du parti de Marine Le Pen étant bien plus enclins que la moyenne à penser que la qualité de leur quartier s'est dégradée au cours du temps. Donc il y a une perception locale du quartier. Tout au long de mon enquête, j'ai retrouvé chez la totalité de mes interlocuteurs cette même perception d'une évolution négative et inquiétante de leur lieu de vie. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de l'arrivée dans le quartier de l'achat, mais là ça va être plus général. Je pense notamment à un truc qu'on entend régulièrement sur il y a trop de kebabs. Donc je pense que ça va être ça, qu'on va dire ça. Certaines transformations cristallisent particulièrement leur peur et leur colère. C'est notamment le cas des commerces. Ah bah voilà. Ce sujet est largement évoqué chez les électeurs résidant dans une des villes du territoire étudié, que j'appellerai ici Ferran. L'évolution économique de cette commune est assez représentative de celle de la région. Auparavant ville industrielle, Ferran a vu son économie se spécialiser progressivement dans le secteur de la construction et surtout du commerce,
dont l'incarnation la plus flagrante est la grande zone commerciale installée à sa périphérie depuis les années 70. Ok, bon ça c'est toutes les villes de France quasiment, en tout cas toutes les petites, en développement constant et régulier depuis lors. Ces transformations ont pour conséquence, comme c'est le cas pour beaucoup de villes petites et moyennes en France, de déplacer les activités économiques en bordure des agglomérations et de ce fait de concurrencer les centres-villes anciens et de contribuer à leur dévitalisation par la disparition progressive de commerces de proximité, bars, cafés et petites boutiques. Donc ça c'est un phénomène très français, très classique, très connu. Ce phénomène est régulièrement rapproché, dans son traitement journalistique notamment, des scores rencontrés par l'URN dans ce type de commune. Ah oui, je savais pas ça, tu vois. La fermeture des commerces en centre-ville est supposée participer au repli sur soi des habitants et par là à leur inclinaison vers l'extrême droite. Pour les électeurs interrogés au cours de cette enquête, l'érosion de l'offre commerciale du centre-ville est en effet très commentée. On souligne à quel point le centre-ville est mort en m'énumérant les nombreux commerces présents à l'époque et disparus aujourd'hui. Cependant, plutôt que leur disparition totale, c'est surtout le déplacement de ces commerces du centre-ville vers la périphérie de la commune, dans la zone commerciale notamment, qui est relevé. De fait, l'usage très répandu de la voiture dans les immenses parkings de la zone favorise le stationnement, facilite la consommation en périphérie. Bon ça, le capitalisme à la française, toujours pareil. On aurait par ailleurs tort de ne voir dans ces grands centres commerciaux que des zones anomiques, où se perdrait un lien social supposé autrefois vivace. Il suffit d'écouter les habitants pour se rendre compte que ces zones commerciales, comme celle de Ferran, sont aussi d'importants lieux de sociabilité. Ouais, ça, le centre commercial, c'est bien un endroit où tu te socialises, effectivement. On y rencontre des amis ou des collègues, on y discute entre les rayons, dans le hall, dans les parkings. En outre, si la fermeture de certains bars du centre-ville est regrettée, cela n'empêche pas leurs habitants de se retrouver dans d'autres communes plus sympas aux alentours. Ni surtout de recevoir leurs amis à leur domicile. Ça, c'est un truc que Cocard il explique beaucoup, que les trucs de faible rayon, avec des petits groupes d'amis au domicile, c'est un truc qui se fait énormément. Ok. Comme l'a bien montré c'est rigolo. Comme l'a bien montré le sociologue Benoît Cocard, la fermeture des commerces signe souvent moins une disparition des sociabilités que leur reconfiguration d'entre deux lieux et d'autres modalités. Je vous promets, j'avais pas lu juste avant. Surtout, il faut souligner que ce n'est pas seulement la disparition des commerces qui retient l'attention des électeurs interrogés. Pas seulement la disparition. Quel suspense. Tout autant que leur nombre, c'est le type de commerce qui est visé. Le centre-ville de Ferran concentre en effet un nombre important d'habitants immigrés et étrangers extra-européens, donc c'est la phrase classique pour dire non blanc, et de façon croissante depuis plusieurs décennies. Cette situation se traduit dans l'offre commerciale centrale. Si l'activité a fortement migré vers la zone commerciale, toutes les petites boutiques n'ont pas en effet disparu pour autant. Mais il s'agit alors d'épiceries entre guillemets arabes, de restaurants entre guillemets turcs, de cafés entre guillemets pour les maghrébins. Lorsque les électeurs interrogés m'indiquent qu'il n'y a plus rien dans le centre-ville, ils précisent qu'il n'y a en réalité plus que, c'est-à-dire plus que des kebabs, des boucheries halal, des bazars, etc. Ce n'est pas uniquement la raréfaction des commerces qui désespère, mais aussi le fait que les commerces de proximité restants ne sont plus assez français, ce qui fonctionne comme un indice négatif de l'évolution du centre-ville. Effectivement, dans plein de villes, t'as ça. Il n'y a plus de fromagerie, il n'y a plus de poissonnerie, il n'y a plus de charcuterie, il n'y a plus les trucs que moi j'ai même jamais vus en fait. C'est vraiment en plus un passé mythique. Dans le centre de Ferran, on observe par ailleurs un partage très fortement racialisé des fréquentations commerçantes. Beaucoup d'enquêtés me disent éviter les commerces considérés comme arabes ou turcs, désignés comme tels en fonction du type de produit vendu ou de la nationalité supposée de leurs propriétaires, mais aussi de leur fréquentation, la présence d'une clientèle non blanche ayant pour effet, aux yeux de beaucoup, de faire fuir la clientèle traditionnelle. Waouh. Ici, vous voulez aller boire un coup, vous allez où? Au milieu de cette population? Mais personne ne veut y aller. Putain, ça mérite d'être clair, quoi. M'explique un habitant du centre-ville. Ajoutant, je veux dire, c'est pas une bonne image. On va pas faire le raciste, hein, évidemment. On veut pas aller voir, mais on va pas faire le raciste. Mais ce n'est pas une bonne image. Pour beaucoup de commerçants rencontrés, cette mauvaise image, racialement informée, est dès lors assez vite considérée comme dangereuse d'un point de vue économique. Au cours de l'enquête, certains m'ont même confié les procédés par lesquels ils parviennent à sélectionner leur clientèle dès l'entrée de leur commerce, en affichant ponctuellement des prix prohibitifs. Ah ouais? Je me rappelle plus de ça.
Ainsi Clémenté, jeune coiffeur de 25 ans, qui me rend compte des pratiques de l'ancienne chaîne de salon de coiffure où il travaillait précédemment. C'est pas un témoignage direct, c'est là où il travaillait. Vu les prix, il ne venait quasiment pas. Et puis nous, on avait vite fait de les expédier, donc en plus, nous c'est simple. Il y en avait une, on augmentait le prix. Quand elle nous demandait un devis, souvent elle s'en sortait pour 200, 230 euros. Et quand elle venait, dans 90% des cas, on augmentait le prix. Comme ça sélectionnait, ça nous ciblait la clientèle. Je suis resté en contact avec la manager actuelle et elle me dit les Arabes, il n'y en a quasiment pas. Les seuls qui viennent, c'est ceux qui sont francisés, quoi. Voilà. Francisés. Waouh. J'avais oublié cette anecdote du fait que tu changes les prix pour les non-blancs. Force est de tristement constater que ces comportements ne sont pas à proprement parler irrationnels d'un point de vue économique. Dans un contexte d'intense circulation de commentaires quotidiens classant et évaluant les commerces à l'aune de la couleur de leur clientèle, il existe bien une logique raciste à vouloir sélectionner ses clients selon les critères raciaux. Ok. La discrimination doit ainsi se comprendre ici comme ailleurs, comme point de rencontre entre les formes interactionnelles et les formes structurelles de racisme, où les échelles individuelles et collectives du racisme s'entretiennent mutuellement. Ouais, donc c'est vraiment important en fait ce point-là. Ouais, donc ça me fait penser que c'est toujours les mêmes discussions qu'il y a sur le racisme avec le fameux truc pour l'exploitation et pas l'exploitation, augmenter l'exploitation, faire de la concurrence entre les travailleurs. Et là, on voit que ça suffit pas à expliquer quoi. Là, clairement, l'entre-soi crée de l'entre-soi qui crée du racisme, et il y a même ça devient un critère économique de ouf. Ah, c'est dingue. Waouh. Ok. Donc d'autres commerçants m'indiquent cependant ne pas être parvenus à empêcher ce qu'ils présentent comme une véritable basculement de clientèle. C'est ce que m'explique Philippe, commerçant de 55 ans, à propos du bar Le Faubourg, situé en plein centre de Ferrare, dont il a été le propriétaire pendant une trentaine d'années. Il me raconte en entretien qu'au fil de sa clientèle, c'est en effet à la fois transformé et raréfié, d'une fait de fréquentation de moins en moins européenne. À la suite de la fermeture d'autres bars aux alentours, beaucoup de Turcs et d'Arabes commençaient à fréquenter le Faubourg. Et évidemment, les Européens, ça les faisait partir au fur et à mesure. C'est ça le problème. Voyant son affaire péricliter, il vend le Faubourg dans les années 2000 à des Maghrébins, sans avoir pu, comme il me le précise, faire autrement. On voulait partir, donc on a pris le premier qui arrivait. Eh ben, ça se cache pas tant que ça quand même, le racisme, je suis désolé. La vente de ce commerce est souvent revenue dans les conversations au cours de mon enquête à Ferran. Bar central de la ville, le Faubourg qui fut longtemps, au dire notamment des plus anciens de la commune, un lieu important de sociabilité populaire situé à côté de ce qu'était auparavant la grande place où se déroulaient les parties de pétanque, à la suite desquelles beaucoup de travailleurs, à l'époque majoritairement des ouvriers, allaient boire un coup chez les noyés, du nom des anciens propriétaires. Progressivement cependant, du fait des transformations économiques, salut Géraldine, ça va ? Tertiarisation de l'économie, baisse de l'offre commerciale en centre-ville et sociodémographique, immigration et ségrégation ethno-raciale, la fréquentation du faubourg, toujours populaire et masculine, devient peu à peu majoritairement non blanche, incitant donc les propriétaires à vendre leur commerce. Ce rachat signe pour beaucoup la confirmation du caractère résolument non français du faubourg, que l'on évite désormais de fréquenter. Donc encore une fois, ça s'auto-entretient. Tu décides que quand il y a trop d'Arabes, tu ne veux plus venir, augmentant par là même la fréquentation des Arabes. Tu peux recommencer, désolé, je fais toujours la même blague. Donc là, on est sur le... Je peux pas recommencer, mais je peux te dire où on en est, du discours là de Félicien Faury. Donc là, il montre un truc qui est hyper important. Donc on avait vu avant que tu crées des entre-soi blancs par racisme, et donc tu veux pas, par exemple, dévaluer ta maison en ayant des voisins qui sont arabes, tout ça d'un seul coup, ça diminue ta maison. Et en fait, là, ce qu'il explique, c'est que ça marche pareil pour les commerces. Les commerces, en fait, qui quittent le centre-ville et qui vont aller dans les centres commerciaux, en périphérie. Donc ça, c'est vrai partout. Mais que les commerces deviennent de plus en plus non blancs. Et en fait, une des explications, c'est que la population, elle change un peu. Donc du coup, tu as des non-blancs qui apparaissent dans certains endroits. Et du coup, comme ça fait baisser la clientèle,
tu obtiens des stratégies d'évitement de ces non-blancs dans ces lieux de socialisation. Et du coup, tu crées des coins exclusivement non-blancs puisque tu ne veux plus y aller en tant que blanc. Il y a un autre exemple où il expliquait que tu refuses aussi, tu trouves un moyen de refuser d'avoir des clients non-blancs, notamment en changeant les prix. Donc c'était l'exemple du salon de coiffure juste avant. Donc on est en train de lire l'histoire ici d'un exemple qui est le café central de la place qui s'appelait le Faubourg, dans lequel le patron il a été obligé de vendre à des Arabes, hein, c'est ça qu'il dit, et que la clientèle blanche a complètement disparu. Voilà. Et du coup, on en est, comme le résume abruptement un ancien client régulier, maintenant ce bar, c'est que les Arabes. Alors comment voulez-vous vous entendre avec ces gens-là? Donc le lien de cause à effet est intéressant. Mais surtout, et c'est, si l'on peut dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, par choix du nouveau propriétaire du bar, musulman, l'alcool n'y est plus disponible à la vente depuis quelques années. Donc c'est un bar sans alcool en plus. Si la présence visible d'une clientèle racisée posait déjà en soi un problème à beaucoup, il n'est alors même plus possible, si toutefois on le souhaitait, d'aller y boire un coup, c'est-à-dire comme avant, la bière, du vin ou du pastis. Eh oui, clairement plus possible si le patron ne vend plus d'alcool. Lol. Donc on est vraiment sur, voilà, le racisme crée des situations. Alors attends, juste avant, je vais vous montrer une petite phrase qu'il a dit. Je pense que c'est hyper important, je vais même la souligner. Voilà. Il existe bien une logique raciste à sélectionner ses clients selon les critères raciaux. Donc ça, c'est dans l'autre sens que j'expliquais sur le salon de coiffure. La discrimination doit ainsi se comprendre, ici comme ailleurs, comme le point de rencontre entre les formes interactionnelles et les formes structurelles de racisme. Donc c'est là où le racisme structurel, hein, qui fait qu'en général, de manière structurelle, on a tendance à créer des clientèles qui sont plus pauvres et séparées. C'est là où elle rentre dans des logiques, notamment de petits commerces. Je vais quand même souligner cette phrase là-dessus. Ok, on continue là-dessus. Situé juste à côté d'un rond-point emprunté par tous les automobilistes qui traversent la ville, les terrasses occupées par les Turcs et les Arabes, entre guillemets, fermées en journée au cours du mois de Ramadan, le Faubourg, un des derniers cafés du centre, est devenu une sorte de vitrine négative de la commune, ou en tout cas jugé comme tel par beaucoup d'habitants. Le fait que l'alcool n'y soit plus vendu, qui plus est dans un bar situé en face de l'église, et qu'il n'est donc plus possible d'aller prendre un verre en face lors des mariages, ajoute au scandale. C'est rigolo, scandale. Cette particularité du Faubourg, parce qu'elle contredit les habitudes de consommation du groupe majoritaire, fait partie intégrante du répertoire des indignations ordinaires locales, s'insérant aisément au sein des discussions quotidiennes. Ouais, tu m'étonnes. Elle circule comme anecdote supposée révélatrice des transformations du territoire, illustration valant démonstration. Vous êtes allé au Faubourg, entre guillemets, point d'interrogation, qui est une démonstration du déclassement collectif de Ferran, commune au centre-ville, sans bière. Donc ça c'est vraiment la crainte de ne pas pouvoir acheter de l'alcool qui fait que ça baisse la qualité du centre-ville. Salut The Holonius. Peut-être Théolonius, peut-être il faudrait dire. Je sais pas comment on prononce. Ok. Donc on continue la lecture du Félicien Faury, ici des électeurs ordinaires, sur l'électorat RN et des logiques qui participent à cet électorat-là. Et là, on est sur le cas emblématique du bar Le Faubourg, qui est situé au milieu d'une ville. Alors le nom, hein, tous les noms sont faux, hein, mais en fait, ça, c'est quand même pour décrire des endroits qui existent réellement. Et qui a été en fait petit à petit délaissé par les blancs au fur et à mesure que la clientèle devenait de plus en plus non blanche. Et là, emblématiquement, comme ça a été racheté par un musulman, il ne vend pas d'alcool dans son bar. Et ça a créé un scandale supplémentaire là-dessus. Voilà, donc le Faubourg, donc le nom du bar, hein, est ainsi constitué en symbole, parmi d'autres, de l'ancrage jugé trop important de ces groupes subalternes dans l'espace local. Donc je redis que cet ancrage, il est dû au fait que, quand même, les gens ont décidé de ne plus aller dans ce bar parce qu'il y avait trop d'arabes. Donc tu crées en fait le problème que tu voulais éviter, d'une certaine manière. Au-delà des seules enseignes commerçantes, c'est plus largement l'activité sociale elle-même de ces minorités qui est remise en cause, d'autant plus lorsqu'elle acquiert une visibilité minimale. Donc là aussi, on a le droit d'avoir des immigrants, des non-blancs, mais il ne faut pas que ça se voit. Comme on a commencé à le souligner dans le chapitre précédent, le problème n'est pas ici l'installation d'immigrés appréhendés en tant que travailleurs, potentiellement exploitables, mais bien la présence de groupes faisant de leur lieu de résidence un lieu de vie.
c'est-à-dire un espace de consommation, d'éducation, de loisirs, de sociabilité amicale ou professionnelle, et parfois aussi religieuse. Voilà, donc l'espace il doit être blanc, et il ne doit pas être racialisé, et racisé en tout cas. Ce qui est ici reproché, c'est de vivre en tant qu'être bel et bien sociaux, mais selon des formes d'exister, dirait Fanon, jugées non conformes aux normes majoritaires. Donc, dans leur ouvrage classique sur les logiques de l'exclusion, les sociologues Norbert Elias et John L. Scottson décrivaient les façons dont le groupe dominant, établi depuis longtemps dans une petite ville, cherche à se protéger des outsiders par peur d'une infection anomique. Donc ça, c'est le terme sociologique là-dessus. Mais à vrai dire, à Ferran, comme dans d'autres communes étudiées, ce n'est pas réellement l'anomie des groupes minoritaires qui est crainte, mais au contraire, et pour reprendre d'autres termes durkheimiens, leur densité sociale, les liens sociaux qu'ils instituent. C'est moins ici la peur de l'anomie qui est en jeu que la concurrence entre différents styles de vie opposés et racialisés. Ok, donc ce n'est pas c'est pas la fin de la vie, en fait, c'est pas la fin de l'activité sociale, c'est que celle-ci elle a shifté et qu'elle est non blanche. Moins la perte de lien social qu'à l'inverse un trop-plein de sociabilité indésirable. Voilà, notre manière de le dire. Comme Colette Guillaumin l'avait noté, la définition de la majorité et de la minorité tient non pas à des considérations numériques, mais à la disproportion d'être établie entre majoritaire et minoritaire. Disproportion que le déploiement des existences minoritaires semble parfois, aux yeux des majoritaires, résorber excessivement. Donc en fait, l'idée c'est que on doit être dominant à fond, en permanence, tout doit être la norme majoritaire, et dès qu'il y a des petits endroits, et ben, celle-ci elle n'existe plus. Et d'ailleurs elle n'existe plus, je le rappelle, parce qu'il y a évidemment déjà des populations majoritaires, alors celle-ci elle est, c'est un scandale, elle est rejetée. Ok, alors les incertitudes de l'avenir résidentiel. Si la formule de grand remplacement, forgée par l'auteur d'extrême droite Renaud Camus et popularisée depuis par le poloniste et candidat à la présidentielle Éric Zemmour, n'apparaît pas telle quelle dans les propos des électeurs interrogés durant l'enquête, c'est bien ce même schème de l'invasion qui circule dans leur discours. Donc à partir du moment où tu as de manière visible des racisés, évidemment tu te donnes l'impression que tu es envahi, hein, alors que c'est juste leur existence. Cette invasion est perçue comme une menace symbolique pour le style de vie dominant de ces territoires, mais aussi comme un risque proprement économique qui pèse sur les investissements résidentiels des habitants. Donc ça, on l'a déjà abondamment expliqué dans les chapitres d'avant. Je pense qu'il va continuer là-dessus. Ok. Donc ça devient en fait un facteur économique, le fait que la quantité de personnes non blanches apparaissent dans un endroit de manière visible. On a déjà vu, ça fait baisser en perception la qualité de l'école, ça fait baisser évidemment les sociabilités, en tout cas ça les change, ça fait baisser le prix des maisons, ça fait baisser le prix du quartier, ça fait baisser l'attractivité, ce qui en retour fait que les gens se partent, vendent moins cher, et donc ça les énerve aussi puisqu'ils sont obligés de vendre moins cher, parce qu'ils ne veulent pas vivre avec entre guillemets ces gens-là, en retour évidemment augmentant la présence comparativement à d'habitude de ces personnes-là, puisqu'elles sont des non-blanches dans le territoire. Okay, donc le racisme a un effet à la fois, un effet à la fois matériel sur la perception des gens, mais il est aussi performatif puisqu'il implique en fait des comportements qui font que ça aggrave le cercle vicieux qui crée au départ la problématique. Si pour beaucoup d'électeurs rencontrés, l'achat ou la construction d'une maison représente l'aboutissement d'une ascension socio-professionnelle, ce plaisir d'avoir une maison à soi apparaît ainsi comme gâché par le sentiment d'une progressive dévalorisation économique, sociale et réputationnelle de leur lieu de vie, qui met en péril la stabilité acquise. Donc voilà, donc on a clairement une pression matérielle de l'existence des non-blancs. Hein, sans même qu'il y ait concurrence ni rien, hein, juste la perception du fait que dans le territoire il y a plus de non-blancs. C'est ça qui est ouf d'ailleurs. Des enquêtes ont déjà identifié comment, dans le sud de la France, le vote RN était souvent celui de ménages propriétaires au patrimoine récent fragile, dont on craint en contexte de crise la valeur durable et la transmissibilité. Ok, donc on a peur que la maison perde de la valeur, hein, notamment pour l'héritage. Et Lucie et Stéphane, propriétaires à Ferran depuis une dizaine d'années d'une maison individuelle avec jardin et piscine pour les enfants, correspondent assez bien à un tel portrait. Comme on l'a évoqué dans le chapitre précédent, Stéphane est indépendant et Lucie a quitté son emploi après la naissance de sa première fille.
Étant auparavant locataires d'abord en HLM puis dans des lotissements pavillonnaires, ils accèdent à la propriété dans une trajectoire d'ascension sociale et de stabilisation économique. En entretien, Lucie se montre cependant mécontente et anxieuse vis-à-vis de l'évolution de sa commune et mentionne régulièrement l'installation de commerces et de ménages immigrés ou étrangers dans le centre-ville. Elle s'inquiète à ce titre des ventes de propriétés dans son quartier. Ah, le prix de l'immobilier du coup. On a beau ne pas être croyant, tous les jours ont pris pour qu'il n'y ait rien à vendre. Donc j'imagine parce que si c'est en vente, ça va être acheté par des non-blancs. C'est ça qui est à craindre. La crainte est redoublée par le fait que beaucoup de maisons voisines sont habitées par des personnes âgées, ce qui augmente les probabilités de leur cession. À chaque fois qu'il y a un décès dans le quartier, on tremble un peu. Et il y a une dame là-bas qui est décédée, et puis finalement sa fille a décidé de ne pas vendre, et elle a mis en location. Et elle a choisi ses locataires, donc ça va. Donc tout le monde comprend le message caché indiqué par elle a choisi les locataires, donc ça va. Ça aussi c'est fou, hein, mais bon. Même si le quartier reste pour l'instant préservé, donc encore une fois, comprendre ce que ça veut dire, Lucie et Stéphane envisagent de partir de leur commune. Ce départ aurait cependant un coût psychologique, mais surtout financier, car la valeur patrimoniale de leur logement est évaluée à la baisse depuis plusieurs années, la mauvaise réputation de Ferran rendant la commune peu attractive pour les ménages aisés. Donc c'est une baisse du prix, du fait de l'évolution. Comme me l'explique Stéphane, la seule connerie que j'ai faite, c'est d'acheter ici. Si je pouvais partir, je partirais, c'est clair, mais je ne vendrais pas la maison parce que j'en tirerais pas le prix que je l'ai acheté. On ne peut pas vendre, ajoute Lucie, parce qu'on va perdre des plumes. On ne peut pas se le permettre. Et ce, d'autant moins que les logements situés dans les espaces, entre guillemets, tranquilles de la RPI, sont, comme on l'a évoqué plus haut, très coûteux. Donc ils n'ont pas les moyens d'aller dans les endroits non blancs. Enfin, blancs, pardon. À nouveau, l'immobilité résidentielle contrainte face à l'installation de groupes indésirables nourrit l'association d'être prisonnier de son quartier ou de sa commune. Tiens, à quoi ça mène, hein, c'est fou. Parvenus à une situation de stabilité économique et statutaire, Lucie et Stéphane n'appartiennent pas aux classes défavorisées dont la présence est redoutée. Donc ils ne sont pas pauvres. Hein. Le couple fait cependant l'expérience de ce que Pierre Bourdieu nommait une misère de position. Où ce qui importe, ce n'est plus la condition sociale en soi, mais la perception de son propre déclassement relativement à d'autres groupes sociaux. L'inquiétude sur sa propre position sociale est d'autant plus aiguë qu'elle se déploie dans un contexte d'accroissement des inégalités et de forte polarisation économique et sociale. Phénomène, on l'a déjà noté, particulièrement exacerbé en région sud PACA. Donc là, oui, il y a beaucoup de chômage, mais il y a aussi des gens très riches qui viennent s'installer. C'est ça que ça veut dire ici. Cette intranquillité, ici éprouvée sous le prisme territorial, suscite tristesse et amertume. Personnellement, me confie Lucie, je ne suis pas heureuse. Enfin, si, je suis heureuse, comme je te dis, de ma famille, mais je ne suis pas heureuse dans ma région, dans ma ville. On est plus léger, on est tout le temps contrarié. Comme beaucoup d'autres électeurs rencontrés, Lucie et Stéphane font face aux incertitudes de leur propre production résidentielle. C'est-à-dire à l'impossibilité potentielle de maintenir la valeur de leur logement et de préserver leur ancrage local dans une commune et dans leur quartier. De façon significative, tout en étant très satisfaits des trajectoires scolaires et sociales de leurs enfants, les deux parents expriment un refus très vif que ceux-ci reproduisent leur propre choix résidentiel. Il faut qu'ils partent. L'autre jour, je croisais une amie qui était kiné et qui me dit « Ah, ta fille, dis-lui qu'elle vient de s'installer ici. » Sa fille a fait des études de médecine. Là, je l'ai regardée. Alors, c'est un peu la corde sensible, mais je l'ai regardée, je lui ai dit « Ah, mais jamais, jamais je dirai à ma fille de venir s'installer à Ferran. » Alors, sauf si ça change, mais moi, aujourd'hui, tous les matins, je déprime d'avoir acheté à Ferran, donc tu crois pas que je vais dire à ma fille de s'y installer. Ces sentiments sont partagés par Michel, donc le coiffeur qu'on avait vu au début, artisan coiffeur rencontré à de nombreuses reprises au cours de l'enquête. Propriétaire d'une maison en périphérie et d'un salon situé dans le centre-ville, Michel, 58 ans, vit et travaille à Ferran depuis plus de 30 ans. Dans sa famille, beaucoup sont dans la coiffure. Son père, arménien, a émigré à l'âge de 18 ans en France et exerçait le métier de coiffeur à Ferran. Sa sœur est elle aussi coiffeuse, gérait un deuxième salon situé en périphérie qu'elle a ensuite vendu. Sa plus jeune fille, enfin, travaille avec lui dans le salon. Je la croise parfois lors de mes rendez-vous, tout en prenant des cours pour passer son brevet de maîtrise de coiffure. Très implanté et depuis longtemps dans la commune, Michel a par ailleurs développé un petit capital social local. Il est connu ici, renforcé par sa fréquentation de plusieurs associations sportives de la commune. Salut Super Fabi, ça va ?
Donc, cette localité, lieu de vie et d'ancrage tout à la fois professionnel, familial et patrimonial, est cependant perçue comme un territoire en déclin dont il devient nécessaire de partir. Lors de mes passages dans mon salon, Michel évoque régulièrement son désir de foutre le camp d'ici. Non mais franchement, à la retraite, moi j'ai envie de voir autre chose que la putain de Ferran, où tu as que de la racaille. Donc, juste là, je mets une mini parenthèse, parce que là, tous les témoignages qu'on a quand même, c'est pas le chômage qu'on veut partir pour trouver du meilleur emploi. Ça n'est pas le fait qu'il n'y ait plus de services publics. Ça n'est pas le fait qu'il n'y ait même plus de commerce. C'est simplement le fait qu'il n'y ait plus de blancs, ou en tout cas qu'il y ait des non-blancs visibles. Donc c'est ça qui est fou en fait. C'est cette insécurité-là. Donc c'est pas des gens qui sont très riches, hein, ils sont à la limite de l'insécurité, mais ils sont pas non plus en insécurité totale. Et les raisons là, c'est tu n'as que de la racaille. Et ça n'est pas je veux partir d'ici parce que la vie c'est de la merde. Voilà, il me dit avoir constaté le dépérissement progressif de sa commune, en particulier de son centre-ville, du fait de la présence croissante de résidents identifiés comme turcs, arabes ou musulmans. Ce qui est catastrophique, je trouve, c'est que tu n'as plus d'endroit à Ferran où tu peux te dire que tu vas aller boire un coup tranquille, entre potes, et pas avoir affaire aux Arabes. Ok, donc c'est quand même, je veux dire, un truc qui revient beaucoup. C'est alors le registre de la prolifération qu'il utilise. Wow. Donc je rappelle les trigger warnings de tout ce truc, c'est qu'il y a régulièrement des trucs horriblement racistes dits par ces personnes en toute souplesse. Parce que c'est des gens, à partir du moment où, en plus je finis pas ces phrases, c'est comme les cafards. Ah oui, j'avais pas vu la fin, désolé. Non mais c'est péjoratif, c'est une image. Mais tu en as un, tu en as deux et c'est fini. Ok, sympa. Lors d'une de mes visites, Michel me parle de sa nièce qui est venue faire coiffer et avec laquelle il a discuté de son achat d'une jolie maison dans un quartier périphérique de la ville. Le coin est super joli, mais elle me disait, le matin quand j'amène mes fils à l'école, et quand tu vois les bonnes femmes voilées, bâchées et tout, dans 10 ans, ça sera quoi Ferran? Ah là 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 là. Bagdad, c'est ça vraiment la trouille, c'est ouf quand même. Lorsqu'il évoque sa propre fille, Michel m'annonce qu'elle ne reprendra probablement pas son salon de coiffure, la reproduction professionnelle semblant définitivement devoir passer par un éloignement résidentiel. Elle ne veut pas rester ici. Après, je la comprends. L'avenir de Ferran, c'est quoi? Elle me dit, mais dans 10 ans, ce sera quoi Ferran, papa? Elle a raison. Hein. Donc voilà pourquoi il vote RN. Hein. C'est ouf. Hein. Dans 10 ans, ça sera quoi? Si le rapport pessimiste et inquiet des électeurs du RN à l'avenir est régulièrement souligné dans les enquêtes, il se spécifie ici pour des membres de la petite classe moyenne propriétaire en un rapport dégradé au lieu de vie dont on constate ou pressent la dévalorisation tout à la fois économique et symbolique. Et je rappelle économique parce que, à partir du moment où on dévalue à cause de la quantité de non-blancs qu'il y a dans un endroit, on crée en fait cette dévaluation économique à l'achat de maison, aux trucs de vente, etc., etc. Si le racisme se manifeste bien par la peur de la contamination et de la souillure, cette crainte n'est pas que d'ordre culturel. Donc ça c'est assez important de retenir ça. On l'a vu, la racialisation négative d'un territoire a des effets très matériels pour les personnes ayant y investi, qu'il s'agisse de l'achat d'un logement ou d'un commerce. Retenez bien ça. C'est un peu important ici. Le racisme a pour effet de constituer les membres de minorités raciales en signaux économiques négatifs qui affectent la qualité patrimoniale des espaces où ils résident, se déplacent, consomment. On peut ainsi noter, comme évoqué au chapitre précédent, que chercher à mesurer si l'hostilité des électeurs d'extrême droite envers les immigrés s'explique davantage soit par des menaces économiques, soit par des menaces culturelles, comme s'y emploient certaines études électorales, est une opération qui apparaît assez vaine une fois sur le terrain. Ok. Parce que la racialisation a des effets sur les perceptions des territoires et que sur ces perceptions se greffent des logiques de marché. Bon, ça c'est bien résumé de ce qu'on vient de dire. Les dimensions économiques et culturelles du racisme deviennent difficilement séparables. Ok. Donc voilà, c'est vraiment le truc, je pense qu'on peut bien résumer ce truc-là du côté matériel du racisme, qui n'est pas juste en fait des peurs irrationnelles. Il y a une logique tout à fait rationnelle qui est tout à fait, y compris capitaliste, qui tient en fait à son propre avantage. Hein. Pour les électeurs RN du sud-est de la France, qui n'appartiennent ni aux classes supérieures, favorisant l'économie résidentielle de la région, ni aux groupes doublement subalternes que sont les classes populaires racisées,
donne ainsi l'impression d'être coincé entre des espaces enviés mais inabordables d'un côté, indésirables et repoussoirs de l'autre. La racialisation de l'espace perçu a cependant pour conséquence de diriger le regard et l'attention davantage vers le bas, d'accord, que vers le haut. Ça aussi, c'est vraiment important de retenir ça. Les présences immigrées apparaissent comme plus menaçantes et d'un point de vue politique plus scandaleuses aux yeux des électeurs rencontrés. De surcroît, en Sud-PACA, la valorisation résidentielle et touristique accrue des territoires et la mise en concurrence systématique des espaces communs ont pour effet d'amplifier les conséquences matérielles des perceptions négatives des existences minoritaires. Donc là, encore une fois, vu que c'est censé être joli et tout, c'est encore plus, encore plus négatif les endroits où il n'y a pas de blanc. Comme l'ont noté Luc Boltanski et Arnaud Esquer, donc là c'est déjà des gens qu'il a cités dans le chapitre d'avant, dans ce type d'économie, le style de vie des groupes en présence importe dorénavant autant que leur seule force de travail, rendant indésirable tout un ensemble de pratiques culturelles, y compris d'un point de vue économique. On met en tourisme plus facilement une église catholique gothique qu'une mosquée. Wow, oui. Les processus de racialisation, en privant les minorités raciales d'un ancrage valorisé et donc valorisable, viennent ainsi décupler la force d'exclusion des processus de patrimonialisation de l'économie. Ok. Bon, il y a aussi l'aspect qu'on éloigne les gens aussi de ça. Dans ce cadre, les stratégies et anticipations résidentielles des personnes interrogées apparaissent fortement structurées par des schèmes raciaux. Mais si les électeurs RN cherchent à cultiver un entre-soi blanc, ils ne sont ni les seuls ni surtout les plus efficaces. Ok, on sait que les aspirations à l'endogamie résidentielle, y compris raciale, sont partagées, souvent sans le dire, bien au-delà du seul électorat d'extrême droite. Ah ouais, tu m'étonnes. Tous les blancs en pratique. Hein. La spécificité des électeurs RN réside dès lors avant tout dans l'impossibilité dans laquelle ils sont, faute de ressources suffisantes, de rendre pleinement effective leur volonté de ségrégation. Donc ils ne sont pas assez riches pour rester totalement dans l'entre-soi blanc. Et comme ils ne sont pas assez riches pour le rester totalement, et qu'ils sont à la frontière entre l'entre-soi blanc et les gens non blancs, c'est ce qui crée un ressentiment supplémentaire qui permet en fait d'expliciter le vote RN. Le vote RN se loge dans cette immobilité résidentielle contrainte, c'est exactement ce que je veux dire, comme recours électoral face au sentiment de n'être plus chez soi dans son lieu de vie et à l'incapacité individuelle de pouvoir le quitter. Pour ces électeurs, on dit souvent fermés ou repliés sur eux-mêmes, la quête d'un entre-soi racial apparaît en réalité ratée à bien des égards, incomplète et démunie. Ces électeurs sont à ce titre des dominants-dominés, des inégalités ethno-raciales qui se creusent dans le territoire. Ils assistent à leur mise en demeure et y prennent leur part, mais aussi leurs risques. Ouais, entre guillemets quand même. Ils participent à constituer certains groupes comme repoussoirs, mais sans parvenir à s'en éloigner suffisamment. Ils valorisent l'homogénéité blanche des coins tranquilles, mais sans pouvoir à terme y appartenir. Ils se retrouvent ainsi classés, comme dirait Bourdieu, par leur classement. Ok. Voilà la fin de ce chapitre. Voilà. Donc, bon, je pense que il est très très bien ce bouquin pour ça. C'est que bon, il répète toujours un peu les arguments, il répète toujours un peu la façon qu'il y a de réfléchir là-dessus. Mais en pratique, on voit bien la logique qu'il y a derrière et le lien qu'il y a entre situation sociale et racisme et surtout vote RN. Ce qui n'empêche pas les autres racistes. Hein. Vraiment ici, la recherche de l'entre-soi blanc, c'est une dynamique qui est beaucoup plus, qui dépasse de loin les électeurs du RN. Alors, quelle heure il est? Ouais, on continue un petit peu encore. Donc ça avance pas mal, hein, ce livre, finalement. Allez, on continue. Cette fois, c'est sur l'islamophobie, cette partie-là. Donc, islamophobie du quotidien. Alors, la notion d'islamophobie sert à désigner l'ensemble des préjugés et des pratiques discriminatoires à l'encontre des personnes musulmanes ou supposées telles. L'utilisation du terme est désormais largement répandue et routinisée au sein de la recherche internationale portant sur les populations musulmanes et leur stigmatisation. En France, le terme s'est progressivement imposé dans les différents travaux de sciences sociales sur le racisme. Depuis 2013, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a intégré la catégorie d'islamophobie dans ses grandes enquêtes annuelles sur le racisme, qui sort tous les ans, d'ailleurs, que vous pouvez lire assez régulièrement. C'est très instructif pour la France.
Annule sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, reconnaissant l'aversion à l'islam et aux musulmans comme une forme de racisme dont il importe d'étudier les spécificités. Donc effectivement, il y a l'entrée islamophobie, et notamment des chiffres notamment d'actes islamophobes dans les enquêtes. Les enquêtes de la CNCDH soulignent avec constance l'importance du positionnement politique des individus dans l'expression des sentiments islamophobes, indiquant que c'est à droite et à l'extrême droite que le rejet explicite et affirmé des musulmans et de leur religion est le plus élevé, en particulier chez les sympathisants déclarés du RN. Donc encore une fois, l'islamophobie comme le racisme, c'est une part non négligeable de la structuration de cet électorat-là. L'usage de la notion d'islamophobie fait l'objet d'un consensus scientifique mais non politique. Voilà, ça, vraiment le truc français classique. Le terme a en effet été l'objet d'une active disqualification dans l'espace médiatique et intellectuel au cours des dernières décennies. Et beaucoup d'observateurs s'accordent pour dire qu'il existe une réelle spécificité française dans la matière. Ah oui, il y a vraiment qu'en France qu'on insiste que sur le terme islamophobie. Derrière la critique du mot, on retrouve souvent un déni de la chose, c'est-à-dire un refus de reconnaître l'ampleur et l'impact du racisme anti-musulman, et par continuité, une suspicion portée sur les tentatives de documenter, d'analyser, de combattre le phénomène. On est l'un des rares pays dans lequel, si on parle d'islamophobie, on accuse l'État, par exemple, d'islamophobie d'État, alors on est contre toute critique de la religion, et donc on est interdit. Donc le CCIF, le seul groupe qui essayait de traquer l'islamophobie un peu sérieusement dans l'espace français, c'est un groupe qui a été interdit parce que justement, il voulait documenter l'islamophobie qui n'existe pas en France. Et donc, c'est interdit de le faire. Ce qui est fou, on est vraiment le seul pays au monde à faire ça. Un des traits communs à beaucoup de ces dénégations est justement de ne pas admettre le rapprochement de l'islamophobie avec d'autres types de racisme. Quand il ne s'agit pas tout bonnement de qualifier l'islamophobie de racisme imaginaire. Voilà, on revendique le droit de critiquer une religion, critique légitime qu'il s'agirait de distinguer du vrai racisme, lequel est alors réduit à la hiérarchisation de groupes raciaux, constitués à partir de traits biologiques ou morphologiques supposés communs. Comme l'islam n'est pas une race, évidemment, alors l'islamophobie ne saurait être du racisme. C'est oublier qu'il existe évidemment plusieurs modalités de manifestation du fait racial, donc là il refait la théorie sur l'islamophobie, plusieurs vecteurs de racialisation, et que la forme moderne du racisme scientifique n'a toujours été qu'une élaboration secondaire et très spécifique du racisme occidental. Donc pas besoin de l'idée de race biologique pour jeter sur les groupes et les individus le calcaire de l'irréversible. Je ne connaissais pas ce terme, je ne sais pas qui c'est, il faudrait que je vois qui c'est qui a écrit ça. D'autres référents, la culture, la tradition, la religion, peuvent suffire à leur essentialisation. Ça c'est un classique aussi. Le racisme s'est toujours adossé à une multiplicité effrayante de supports dont le religieux fait résolument partie. Depuis très très longtemps d'ailleurs, sur l'islam notamment. Dès lors, comme l'écrivait Abdelmalek Sayad, dans certaines circonstances historiques, la religion musulmane peut jouer un rôle analogue à celui de la couleur de peau. Oui. L'islam sert alors de sorte de patère sur laquelle on accroche tous les préjugés, tous les stigmates, tous les racismes. Oh putain, on est spammé par ce truc, c'est rigolo. Alors, certaines religions peuvent être racialisées, et l'islam en constitue de nos jours un exemple paradigmatique. Évidemment, les autres religions, c'est la religion juive qui a été racialisée de ouf, depuis très longtemps d'ailleurs. L'islamophobie, comme manière plus respectable, sinon vertueuse, de stigmatiser certaines minorités, peut dès lors servir d'appui, participant parmi d'autres à la persévérance du racisme. Donc là, évidemment, ce qu'il explique, c'est que c'est plus facile d'assumer être islamophobe que d'assumer être raciste, puisqu'il suffit de dire que ça n'existe pas, l'islamophobie, et de considérer que c'est juste une critique des textes musulmans, de la religion, du livre musulman, etc., etc. Et pas du tout, en fait, de la discrimination et de la animosité particulière aux personnes qu'on pense être musulmanes. Par ailleurs, si la distinction entre racisme et critique d'une religion est certes tout à fait valide théoriquement, elle prend le risque de verser dans ce que Pierre Bourdieu nommait l'erreur scolastique en distinguant en principe des registres qui sont en pratique difficilement dénouables. Donc voilà, donc il explique que même si on pense réellement critiquer la religion, en fait,
c'est très difficile de vraiment la critiquer sans y associer les personnes. Au cours de mon enquête, j'en ai fait assez vite constater à quel point le vocabulaire du religieux s'imposait comme l'une des manières privilégiées de dire le racial. Donc, comme je disais, ça permet de mieux assumer son racisme. C'est aussi le cas, on l'a vu dans le premier chapitre, du registre du national. Dans les discours des électeurs interrogés, le terme musulman fonctionne le plus souvent comme un équivalent quasi synonymique d'autres catégories servant à désigner l'altérité racialisée, telles que maghrébins, arabes, turcs immigrés, pour ne garder ici que les moins injurieuses. Franc-tireur, les spécialistes, mais pas que. Hein. Voilà, tu prends toute la littérature de droite extrême, tu prends le Figaro, tu prends, évidemment, après tu peux aller plus à droite, tu prends le journal du dimanche aussi. Mais effectivement, franc-tireur, le truc, c'est qu'ils ont. Déjà, ils prennent le terme franc-tireur, donc théoriquement, les trucs de résistants anti-nazis. Et puis, même s'ils ont dit qu'ils n'étaient pas partisans, ce qui est quand même une blague assez rigolote. Mais franc-tireurs, ils sont censés être de gauche. C'est censé être les critiques de gauche. Hein, comment elle s'appelle j'oublie toujours son nom, merde. Oh putain. Ah zut, je viens de manger son nom. Bon, il y a Enthoven, évidemment. Forest, oui, c'est un merci. Voilà. Et donc, bon, après, de moins en moins, hein, là, sur la Palestine et sur le génocide en Palestine, ils ont clairement montré que Forest, mais comme Enthoven, ils ont dit que les morts d'enfants, ils étaient hiérarchisables selon de quel pays on appartient, soit Israël, soit la Palestine. Quoi. Donc je pense que le déguisement islamophobe, il commence à vraiment disparaître, profite vraiment de hiérarchisation raciale qui est quand même massive de ce point de vue-là. Mais oui, franc-tireur. Alors, dans les discours des acteurs interrogés, le terme musulman, hop, voilà. Pour garder ici que les moins injurieuses. Ok, cette synonymie, aussi massive que spontanée, enfin spontanée c'est une façon de dire, hein, est cimentée par la perception négative de ces groupes considérés comme autres et insuffisamment intégrés à la société française. Donc là, un petit mot sur intégrer à la société française. Ça a été vraiment le truc. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Il fallait s'intégrer, il fallait faire comme les Français quand tu étais arabe. Et en fait, les gens ils se sont aperçus que même si tu le faisais, c'était intégré, même si, franchement, au début des années 80, nous, communauté arabe, en tout cas moi, celle à laquelle j'appartenais, le religieux c'était très très peu développé. Tout le monde était plutôt de gauche communiste. Ça n'empêche pas d'être religieux, mais là, pour le coup, ils n'étaient pas religieux. Et donc les gens ils mangeaient du porc, ils buvaient de l'alcool, etc., etc. Il n'y avait pas de truc particulier en fait de vouloir vivre entre arabes, etc. Mais en fait, comme par rapport à d'autres populations subalternes, notamment qui venaient d'Europe et pas d'Europe blanche, eh ben il n'y avait pas moyen de disparaître au sens d'être arabe. Tu étais toujours arabe, même si tu buvais du vin et tu mangeais du porc. Donc même quand tu voulais t'intégrer et faire le meilleur français, tu restais en fait un arabe et relégué à ce rang d'arabe. Donc en fait, en pratique, la société française, elle parle d'intégration, mais elle n'a jamais voulu qu'elle ait lieu. Donc il faut regarder ça en tête. Il y a eu toute une phase où ces termes-là, ils étaient acceptés, y compris par les populations racisées. Et à partir du moment où on voit que ça sert à rien, hein, t'as beau être le plus français des Français, tu restes quand même un arabe. À un moment donné, tu préfères vivre ta culture, hein, plutôt que de t'intégrer à des gens qui veulent pas que tu t'intègres. Voilà. Donc voilà, insuffisamment intégré, l'expérience montre que on l'est jamais suffisamment. Alors, ces entremêlements ordinaires invitent donc à la prudence lorsqu'il s'agit d'épurer par principe la critique de l'islam en tant que système religieux de toute connotation et de tout effet raciste. Tu m'étonnes. Dans la vie sociale, sur mon terrain comme sur d'autres, l'assignation religieuse peut parfaitement fonctionner comme assignation raciale. L'islamophobie s'impose dès lors en tant qu'une composante importante du racisme du quotidien qui se déploie en France aujourd'hui. Donc on continue sur les explications. Est-ce que c'est une question qui est religieuse ? Alors, on va voir tout de suite. À vrai dire, le caractère proprement religieux des motivations islamophobes, en particulier chez les électeurs du RN, est loin d'aller de soi. Ah, tu m'étonnes.
Si les enquêtes électorales continuent de souligner l'importance de la religion dans l'orientation des votes, elles montrent aussi que les électeurs d'extrême droite, quand ils sont croyants, restent dans leur majorité des catholiques que l'on nomme détachés, c'est-à-dire faiblement pratiquants et peu sensibles aux avis de l'institution ecclésiale. Voilà, donc en pratique, les gens ils se sentent catholiques, un peu, mais pas vraiment. Ce n'est pas un combat de religion, du catholicisme contre la religion musulmane. Je retrouve des caractéristiques similaires dans ma recherche. La plupart des électeurs rencontrés manifestent une croyance catholique qu'on dira ténue, appréhendée comme un ensemble réduit de pratiques et de rituels effectués par tradition, plus que par conviction fervente, donc Noël, Pâques, essayer d'aller à la messe au moins une fois par an et baptiser ses enfants, etc. etc. Et même ça d'ailleurs, les deux derniers. Bref. Le référent religieux n'est pas pour autant absent des discours. Mais chez les électeurs lepénistes, l'invocation de leur catholicité, ou plus largement de leur chrétienté, apparaît comme un référent avant tout culturel, permettant de désigner des traditions nationales communes. Voilà, donc essayer de créer un truc plutôt raciste, justement. On retrouve ici le phénomène contemporain de patrimonialisation de la religion catholique, pointé par le politiste Yann Raison Duclosiu, putain ce nom, où le catholicisme fonctionne moins comme éducation spirituelle et encadrement social que comme ressource symbolique permettant de dire le sentiment national. Voilà, être chrétien est une ressource symbolique. À noter d'ailleurs que ça marche que quand t'es blanc. Hein. Les chrétiens d'Orient, quand tu lis tous les trucs de soutien, ou les Arméniens, tous les trucs de soutien aux chrétiens quand ils sont pas blancs, quand ils arrivent en France, ils sont pas chrétiens. Hein. On s'en fout qu'ils soient chrétiens d'ailleurs. Complètement. Ça reste des Arabes. Donc ou des Arméniens en l'occurrence. Pour info. Donc là, le truc religieux est vraiment ténu. Il faut cependant noter que cette religion patrimonialisée s'exprime principalement chez les électeurs rencontrés dans un registre agonistique, pour insister sur sa différence par rapport à d'autres groupes, et notamment les groupes désignés comme musulmans. Okay. Donc c'est pas des gens qui diraient de fait qu'ils sont catholiques ou chrétiens, ils ne le disent qu'en comparaison au fait qu'ils ne sont pas musulmans. Donc bien retenir ça. C'est le cas de Jean-Pierre, ancien CRS, aujourd'hui à la retraite. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Jean-Pierre dans le livre, qui accepte de me recevoir à son domicile pour un entretien qui durera l'après-midi entière. Fils de policier, Jean-Pierre est né en Algérie. Waouh, que ses parents ont dû quitter pour venir s'installer en France après l'indépendance en 62. J'aime bien le terme « ont dû quitter ». On a l'impression que vraiment il y a une obligation. Lol. Avec son épouse, elle aussi issue d'une famille pied noir, il a fait construire une petite maison individuelle en bordure d'une des communes du territoire étudié, où le couple a élevé ses enfants. Sa fille est maintenant avocate en libéral et son fils en formation d'électricien. Jean-Pierre ne se cache pas d'être un électeur régulier du RN. Depuis plusieurs décennies, et d'aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours voté pour Jean-Marie Le Pen. Ok, donc on n'est pas du tout dans l'exemple emblématique de des personnes qui ont viré de la gauche à l'extrême droite. D'ailleurs, la plupart, le combo CRS pied noir, fan de JLM. Ouais, pas JLM, hein. JPLM. Non, JLMMP. JLM, c'est Jean-Luc. C'est pas Jean-Marie. Méfie-toi, Super Fably. Il est probablement pas fan de Jean-Luc. Alors, pas de souci. JMLP, évidemment. Donc lui, c'est un frontiste depuis très longtemps. Il a toujours voté pour Jean-Marie Le Pen, puis pour sa fille, à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Et lorsque ce n'était pas le cas, il préférait un vote de droite ou l'abstention. Quelle surprise! Ce vote est principalement justifié par la nécessité de lutter contre l'insécurité qu'il n'a cessé de constater alors qu'il exerçait en tant que policier, et contre l'immigration sans limite dont il dit percevoir chaque jour les conséquences. Ouais. Durant l'entretien, il insiste longuement sur ses souvenirs d'Algérie, puis le départ de sa famille pour la France et de son intégration progressive. Tout en évoquant quelques frictions lors de l'arrivée des rapatriés de France, les gens pour eux c'était une invasion. Ah bah dis donc. Il souligne que ce rejet n'a été qu'éphémère. En fin de compte, ça s'est bien passé. Ah bah oui. Du fait notamment d'un ensemble de traits partagés. Ils allaient faire les mêmes communions, ils allaient faire les mêmes baptêmes, ils allaient à l'église ensemble.
Ils voyaient bien qu'on était blanc, qu'on était catholique, qu'on était... Voilà. Bon, au moins c'est clair. La pratique du catholicisme de cet enquêté reste pourtant assez faible, comme il admet lui-même en plaisantant. J'ai tellement de péchés sur la conscience. Putain, le CRS pied noir qui te raconte ça, t'as pas envie de savoir. Jean-Pierre témoigne ainsi d'un côté d'une relation distendue avec les pratiques et les institutions catholiques, tout en insistant régulièrement de l'autre sur son appartenance à la religion catholique. Ouais, donc ça c'est un bon truc hypocrite, bien classique aussi, de ce point de vue-là. Et ce, avant tout, sous l'angle de l'assimilation à la société française. Alors moi, ça me fait rire, parce que j'entends toujours dire « Mais vous, les pieds noirs, vous êtes intégrés. » Mais forcément, on est français. Et la différence, c'est que moi, je suis chrétien. Lol. Ouais, t'as quand même dit blanc dans la phrase, mec. Hein. On a tous compris. Hein. C'est bien dans cette différence que réside la mise en avant du référent religieux. Et oui, pour Jean-Pierre, la religion catholique fait partie de la culture partagée par tous les rapatriés européens blancs qui l'opposent durant tout l'entretien à l'immigration actuelle en provenance du Maghreb. Ces immigrés, qu'ils qualifient également de façon quasi interchangeable de musulmans, ne sauraient en revanche, eux, pouvoir s'intégrer à la société française. Ainsi, de la même manière qu'une chaîne d'équivalence est activée pour associer l'islam à d'autres figures altérisées et stigmatisées, la référence à la chrétienté enclenche une chaîne symétrique reliant d'autres identités plus valorisées. Très clairement. La référence au catholicisme, mise en contraste avec les groupes immigrés musulmans, permet à cet électeur d'affirmer son inclusion au groupe majoritaire au sein de l'espace national et racialisé français. Affirmation d'autant plus importante que cette inclusion a pu être un temps mise en doute lors de son arrivée en France métropolitaine. Lol. Ça n'a pas duré longtemps, hein. C'est juste qu'ils sont arrivés nombreux d'un coup. Ouais, et puis que c'était un déclassement pour eux, puisqu'ils étaient colons et donc un peu plus riches que les pauvres là-bas. De faire un choc d'ailleurs d'arriver et de plus être les rois du pétrole. Bref. Ce n'est donc pas depuis un dogme religieux catholique que les musulmans sont rejetés. Point de guerre de religion stricto sensu ici. Une illustration supplémentaire de la dimension non strictement religieuse de l'islamophobie est que celle-ci est mise en œuvre non seulement par des croyants, mais aussi par des personnes athées convaincues. C'est le cas de Lucie. Donc Lucie, on l'a déjà vu aussi, mère au foyer qui revendique régulièrement au cours d'entretien son attachement au principe de laïcité. Elle se dit hostile à toutes les religions. C'est toutes les religions qui m'emmerdent. Et regrette que ces dernières s'affichent désormais, selon elle, de façon plus accentuée auparavant dans son quartier. Toutes les religions, ok. Elle me donne pour exemple un de ses voisins qui a récemment accroché un chapelet au rétroviseur de sa voiture. Ah bon, le chapelet dans la voiture, ça l'a fait chier. Il me dit l'autre jour, je mets un chapelet, c'est pour emmerder les Arabes. Ah ouais, ok. Oh putain, c'est ouf. Donc je sais qu'il est catholique, mais avant il ne mettait pas le chapelet dans sa voiture. Donc ça, bon. Donc le problème c'est la religion, c'est pas que c'est pour emmerder les Arabes, vous notez. Hein. Elle ne voit pas pour autant ces affichages religieux dos à dos. Ah, tu m'étonnes. L'examen des entretiens montre que c'est bien l'islam qui constitue pour elle le problème religieux non pas unique, mais principal et prioritaire. Le plus inquiétant. Les manifestations patrimoniales du catholicisme sont en revanche admises, voire valorisées. La présence de crèches de Noël dans l'espace public, par exemple, est considérée comme festive et traditionnelle, permettant de réaffirmer un petit peu l'identité française. Donc là, on voit que les crèches de Noël dans l'espace public, il y a quelques villes du sud-est qui le font, hein, notamment Beaucaire. Donc je ne sais pas si Kéran c'est Beaucaire, mais ça ressemble beaucoup à Beaucaire. Hein. Comme je connais un peu Beaucaire, je vous le dis. Et Beaucaire, c'est vraiment une ville de faf. Du fait de son ancrage historique comme religion majoritaire dans l'espace national français, pas que ça d'ailleurs, la religion catholique peut ainsi s'adosser à un certain sens commun, un faisceau d'évidence partagée sur ce que sont les traditions françaises légitimes. A l'inverse, les manifestations de l'islam, qui semblent condamnées à n'être que toujours extérieures à l'identité française traditionnelle, sont évoquées par tous les enquêtés comme trop visibles, s'imposant dans l'espace public et commerçant local. Signes religieux visibles, cérémonies religieuses, boutiques halal, etc., etc. Donc en fait, le simple fait d'exister déjà est beaucoup plus visible que le simple fait d'être partout tout le temps, comme c'est le cas de la religion catholique. Chez Lucie, comme chez d'autres, la religion musulmane est conçue comme invasive et agressive, menaçant jusqu'à l'identité des citoyens français. Comme elle le dit, ce qu'on est. J'ai l'impression, on ne peut pas dire que c'est parce que je suis catho, parce que je suis athée,
Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de nous dévorer, quoi, de nous interdire d'être ce qu'on est. L'islamophobie semble ainsi pouvoir servir de point de ralliement entre catholiques et croyants, non pratiquants et athées, soit les deux caractéristiques principales sur le plan religieux de l'électorat du Rassemblement national. Quelle surprise! Ce n'est pas un hasard si Marine Le Pen revendique aujourd'hui à la fois la reconnaissance de la culture chrétienne de la France, où le christianisme et surtout le catholicisme est appréhendé comme un ensemble de mœurs et de traditions communes, et la défense de la laïcité, principe de plus en plus invoqué dans l'espace politique français contemporain, comme un marqueur identitaire et un vecteur d'exclusion. Donc on peut être à la fois très laïque et très religieux, puisque c'est dans la tradition française d'être religieux chrétien, et en même temps dans la tradition française d'ailleurs d'être laïque. Donc c'est assez fandard d'avoir les deux en même temps. Les deux piliers de ce positionnement, catholicisme patrimonialisé d'un côté et laïcité identitaire de l'autre, se rejoignent dans un même antagonisme vis-à-vis de l'islam, principale religion visée dans les discours et le programme du RN. Chez les électeurs ordinaires de ce parti, la dimension religieuse du vote RN se manifeste aussi principalement ex negativo, donc en opposition, en négatif, contre une religion musulmane présentée comme étrangère, trop visible, voire dangereuse. De ce point de vue, ce vote est moins un vote catholique qu'un vote anti-musulman. Bon, ça, je pense qu'on est assez convaincu maintenant. Plus encore, la catégorie religieuse sert également à désigner d'autres identités sociales et nationales, le plus souvent codées racialement. Exprimer un attachement ou une aversion à l'égard d'une religion, c'est aussi témoigner de ses goûts et des goûts sociaux pour certains styles de vie, perçus comme menacés et donc à défendre, ou menaçants et donc à combattre. Le référent religieux permet ainsi de nommer une appartenance, une différence et une hostilité. D'une certaine façon, dans un contexte de déchristianisation où le catholicisme perd sa centralité sociale en France, le référent religieux retrouve sa saillance comme signifiant racialisé, c'est-à-dire comme modalité, et sans doute l'une des plus dissibles et des plus légitimes par laquelle le conflit racial peut s'exprimer et se politiser. Donc pour résumer cette phrase très très longue, grosso modo, l'existence du catholicisme, ok, ou en tout cas faire référence à la chrétienté ou au catholicisme, c'est un machin qui permet de remplacer les termes racistes, parce qu'on peut parler, c'est toléré, d'être islamophobe, d'être anti-musulman, et ça l'est beaucoup moins socialement d'être profondément raciste, et ça permet, en fait, c'est une modalité d'expliciter son racisme, tout bêtement. Voilà. Et voilà. Et du coup, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire l'islamophobie en pratique? Le sexisme des autres. Alors, une autre clé de la boîte à outils rhétorique islamophobe consiste à souligner la dimension patriarcale de la religion musulmane et l'inégalité entre hommes et femmes que celle-ci consacrerait. Donc là, on attaque un autre aspect de, évidemment, on ne dirait pas du féminisme blanc, mais en tout cas de son instrumentalisation pour permettre en fait de dire que c'est vraiment une critique religieuse et pas une critique raciale, en l'enrobant évidemment de considérations féministes. Comme diverses analyses l'ont déjà relevé, le problème récurrent de ce type de discours est, outre la renégation des usages pluriels qui peuvent être faits de préceptes religieux, que le procès en sexisme est alors le plus souvent restreint aux groupes non blancs, laissant hors de portée critique les autres formes non minoritaires de domination masculine. Donc là, c'est un classique là-dessus. Cette restriction a pour double effet de stigmatiser les minorités raciales dans leur ensemble, tout en innocentant le groupe majoritaire de sa participation à l'ordre patriarcal. Donc ça, c'est un grand classique aussi, de considérer que en mettant en avant le sexisme qui existerait dans les sociétés traditionnelles, notamment musulmanes, on s'absout en fait du sexisme qui existe dans les sociétés chrétiennes capitalistes, entre guillemets modernes. Ces processus de racialisation du sexisme, à l'œuvre dans les discours publics, se retrouvent également sous des formes plus ordinaires sur mon terrain. Ah oui. Le refus de la mixité de genre dans certains espaces, en particulier, est souvent mentionné par mes interlocuteurs. Ouais, ça aussi, j'ai toujours trouvé ça assez fandard. Okay. Au bar notamment, ouais. Le café Le Faubourg de Ferran, évoqué dans le chapitre précédent, tenu par un musulman, émerge par exemple régulièrement dans les discours pour souligner sa clientèle presque exclusivement masculine. Beaucoup
hommes et femmes, insistent sur le fait qu'il n'y a que des hommes là-bas, et qu'il n'est pas agréable, voire impossible pour une femme de s'asseoir à la terrasse de ce café. Ce qui est probablement le cas d'ailleurs. Quand tu es à un endroit qui est en non-mixité masculine, c'est probablement très peu agréable pour une femme de s'asseoir à la terrasse. Si la fréquentation du faubourg est de fait très majoritairement masculine, cette exclusion informelle des femmes est rapportée à des propriétés culturelles et religieuses permettant à nouveau de marquer une séparation entre le nous et eux. Donc sous-entendu, il n'y a que les Arabes et les musulmans qui séparent les hommes et les femmes. Okay. Comme l'un des habitants me le résume, les femmes au café, ils aiment pas trop. Donc, voilà. De façon significative, cette dimension est évoquée aux côtés d'autres signes de la différence musulmane. Le fait que le faubourg ne vende pas d'alcool, les boucheries halal dans le centre-ville et le port de certains vêtements, etc., etc. À cet égard, ce qui dérange n'est pas tant au fond l'éviction des femmes de certains lieux que la non-conformité des musulmans aux mœurs dites françaises, dont la faible mixité de genre est un marqueur parmi d'autres. Ok. Par ailleurs, le caractère spécifiquement islamique de ce type d'exclusion genrée est relativisé par d'autres personnes rencontrées, en premier lieu par l'ancien propriétaire du bar, qui lui était par une trentaine d'années. Donc là aussi, spoiler alerte, Philippe, comme il me l'a indiqué en entretien, à l'époque où il tenait le faubourg, les femmes, il n'y en avait pas des masses. Et évidemment, tout le monde le sait, n'importe quelle meuf, c'est que la plupart des bars, c'est un espace, de manière générale, la rue est un espace pour les mecs, et c'est pas que parce qu'il y a des musulmans qui, entre guillemets, détesteraient les femmes, que c'est plus le cas. En riant, il reconnaît que, même nous, on parle des Turcs et des Arabes, les foulards et les machins, oh là là, mais moi, à mon époque, c'était que les hommes au bar. Donc, tu vois, il y a au moins une certaine honnêteté de ce point de vue-là. Si le faubourg a été et reste un espace populaire d'entre-soi masculin, le fait qu'il s'agisse désormais de masculinité non blanche, ici rapportée à leur appartenance supposée à la religion musulmane, attise l'attention et le scandale. Seul le sexisme des autres semble ainsi pouvoir être noté et perçu négativement. Donc, là aussi, c'est un mécanisme qui est relativement connu. Fémo-nationalisme, féminisme blanc, whatever, ou en tout cas de son instrumentalisation. On retrouve un phénomène similaire à propos du port du foulard. Dans les entretiens, lorsqu'il est question de l'islam, l'évocation des femmes voilées est très fréquente et presque automatique. Ça fait vriller vraiment les racistes que les meufs portent un foulard. Si ce sujet entraîne toujours la réprobation, c'est avant tout pour signer le désajustement de la religion musulmane à la culture nationale dite française, à ses mœurs, à ses valeurs. Donc dans l'espace national blanc français, les femmes se dévoilent comme on le demandait quand ils étaient colonisés. Comme on le répète régulièrement au cours de l'enquête, ici on ne voile pas sa femme. Porter un foulard est considéré à la fois comme unilatéralement imposé aux femmes, souvent supposant par leur entourage masculin, père, frère, mari, et comme la marque d'une non-assimilation des musulmans à la société française. Ce qui choque ici n'est pas l'injonction elle-même faite aux femmes, sur les faits de s'habiller de telle ou telle manière, mais bien le type d'apparence auquel elles doivent se contraindre. Les modalités de mise en visibilité du corps féminin. Okay. Donc là, c'est l'angle sexiste, évidemment, de l'islamophobie, là-dessus. De ce point de vue, les jugements négatifs portés sur le voile n'ont souvent que peu de lien réel avec la dénonciation du sexisme. Okay. Mais très probablement aussi que l'islamophobie, c'est le truc qui domine dans la question sur les meufs et pas vraiment le sexisme. Pas étonnant. Alors que d'autres signes du patriarcat ne sont jamais dénoncés et peuvent être, comme on va le voir, valorisés, seuls ceux attachés à la religion musulmane suscitent la critique. Dans les discours recueillis, ce qui est en jeu finalement est moins le scandale de l'inégalité entre les sexes en soi qu'un conflit entre deux systèmes de genre. Voilà, il y aurait deux types de sexisme. Où sont seulement les signes étrangers du sexisme qui sont reconnus et condamnés, et donc les autres, évidemment, de fait, acceptés. La focalisation sur les normes de genre associées exclusivement à l'islam a ainsi pour corollaire la normalisation et l'invalidation du sexisme à la française. Tu m'étonnes. Notamment chez les électeurs RN, évidemment. De manière notable, chez beaucoup d'électeurs interrogés, principalement les hommes, le voile est évoqué sous la forme du regret. Le vêtement venant en quelque sorte gâcher la beauté sexualisée des femmes musulmanes. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça aussi. Putain. Un enquêté trouve ainsi dommage que beaucoup de jeunes femmes de son quartier se couvrent désormais les cheveux et portent des robes longues.
Un autre se désole qu'un nombre croissant, selon lui, de femmes sortent voilées en public, car certaines sont belles, pourtant. Wow. Michel, coiffeur à Ferran, me parle à 2 reprises au cours de mes visites d'une de ses anciennes employées qui s'est convertie à l'islam quelques années plus tôt, à la suite de sa rencontre avec un musulman. Évoquant le foulard que porte désormais cette jeune femme, il ajoute alors « En plus, si vous voyez cette fille comme elle était belle, mama, putain, la transcription, une bombe atomique, franchement, brune, un visage magnifique, un corps de folie, gentille, travailleuse et tout, c'est malheureux. Non, 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 putain, c'est terrible. Tout se passe comme si le voile venait de façon abusive soustraire le corps féminin sexualisé au regard masculin. D'où ce registre de la déception, puis de la réprobation, a fortiori lorsqu'il est porté par une femme considérée comme désirable, et donc appropriable, au moins par le regard. D'où également peut-être une forme de fantasme du dévoilement, ce corps féminin devant un éventuel objet de possession, comme l'avait si bien analysé Frantz Fanon à propos des cérémonies de dévoilement imposées aux femmes en Algérie durant la période coloniale. Dans la France contemporaine, comme l'écrit la philosophe Ouria Bentouhami, le voile est avant tout cas perçu comme un refus de la séduction, c'est-à-dire le refus de correspondre à ce qu'on attend d'une femme, comme le désir anormal de se soustraire à un certain réseau de signes patriarcal, en l'occurrence celui de la disponibilité à la rencontre sexuelle par un vêtement non couvrant. Ok. Outrage à l'érotisme réglé des relations hétérosexuelles. Intéressant cette citation, il faudrait que je la note. Ok. Toc. Oups, pardon. Toc. De ce point de vue, dans l'ordre hétérosexuel et postcolonial qui est le nôtre, le port féminin du foulard constitue pour le groupe masculin et blanc une forme de désappropriation venant cacher, entre guillemets gâcher, ce qui devrait pouvoir être vu et disponible. Ok. De tels horizons d'attente s'observent d'autant mieux lorsque certaines situations ne correspondent pas, aux yeux de mes interlocuteurs, aux stéréotypes de la féminité musulmane. Christophe, 41 ans, sapeur-pompier, donc qu'on a déjà vu, me raconte ainsi la réaction d'un ami face à la découverte de l'appartenance religieuse d'une de ses collègues. Alors, ce qu'ils parlent de l'islam là, moi, ils me font rire. C'est un peu... Moi, j'ai l'impression qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ils parlent de l'islam, mais bon... Moi, j'ai un collègue, il travaille dans une maison de retraite, et un jour, il y a une fille qui faisait aide-soignante. Je sais plus ce qu'elle faisait, un stage, quelque chose. Elle était habillée, mais Bimbo de chez Bimbo, le strict qui arrive au milieu du dos, tu vois. Et un jour, elle a eu le départ à la retraite ou un apéro, et bien sûr, elle, musulmane, beurre, beurrette, enfin tout ce que tu veux, et il limite. Ah, mais je bois pas d'alcool. Ah ouais. Alors, de suite, tu vois, elle était musulmane. Et mon pote, lui dit mais ton Allah, il t'autorise à t'habiller comme une pute, là. Ah, putain, j'ai oublié encore le trigger warning, excusez-moi. Non, mais parce que tu fais la fille, là, qui est musulmane, mais bon, si t'es musulmane, t'es musulmane. Mais je sais pas si t'as le droit de t'habiller comme une pute comme ça, quoi. Et oui, donc c'est pour ça. Ils sont musulmans quand ça les arrange. Ils font leur malin et tout, et ils sont français quand ça les arrange. C'est ça aussi le problème avec eux. Parce que si t'es religieux, t'es religieux. Dans ce cas-là, t'es religieux. Maintenant, si tu veux pas être religieux, ben voilà, tu le fais pas, quoi. Refuser de consommer des boissons alcoolisées dans un moment de sociabilité professionnelle enclenche ici une chaîne stéréotypique qui, lorsqu'elle concerne une femme musulmane, implique de se conformer aux formes d'austérité éthique supposées associées à sa religion. Une trop forte sexualisation de l'habillement, interprétée comme telle en tout cas, entraîne à la fois l'injure sexiste, donc la pute, et l'accusation raciste d'incohérence et de duplicité. Ils sont musulmans quand ça les arrange. Alors que Christophe tient par ailleurs... Faury qui a dû écouter ce genre de truc pendant des heures. Ah oui. Surtout que lui, je sais pas s'il vient de là, parce que Cocard, par exemple, lui, il a grandi dans ces milieux, donc il les connaît bien. Je sais pas s'il a... Ouais, mais ça, c'est un boulot de ouf. Hein. Que je sais pas comment tu pourrais le faire si t'es pas... Ouais, peut-être qu'il... Je sais pas. Mais... Waouh. Alors, attends, je finis où j'en étais. Alors que Christophe tient par ailleurs des propos très négatifs à l'encontre des femmes voilées. La scène qu'il décrit fonctionne comme une injonction paradoxale faite à cette jeune femme à se conformer à un rôle qui est pourtant dans le même temps stigmatisé. Bah oui. C'est ouf, hein. L'articulation
de la sexualisation du corps des femmes et du racisme anti-musulman place donc les femmes musulmanes, parce que femmes et parce que musulmanes, dans des situations littéralement inextricables, éprouvées dans leur vie ordinaire, ici dans un espace professionnel, par ce type de rappel à l'ordre. Donc, un chapitre très intéressant à lire là-dessus, à travailler aussi un jour un peu plus sur ces questions-là. Ok, je vais avancer un petit peu là, l'islam comme menace, mais je pense pas que je vais le finir. Mais bon, on en avance 30 à 40 pages à peu près par session, donc il y aura 5 ou 6 épisodes d'Euphorie, et finalement on va tout lire. Hein. Bon, c'est pas mal intéressant. Donc je rappelle que tout est sur YouTube, hein. Vous pouvez récupérer tous les trucs dans l'ordre du bouquin si vous voulez les commentaires là-dessus. Et juste pour info, c'est demain le stream sur la suite du prophète et du prolétariat, donc sur l'islamophobie encore et l'islam radical. Et pas jeudi, parce que jeudi j'ai une réunion, et donc j'ai décalé à demain. Au cours de l'enquête, donc l'islam comme menace, au cours de l'enquête, le stéréotype de la femme musulmane, muette, victime et manipulée, où le port du voile est perçu comme le signe patent d'une soumission à l'ordre masculin musulman, n'est pas le seul cadrage mobilisé. À d'autres moments, et parfois chez les mêmes personnes au cours d'un même entretien, porter le foulard est interprété comme un véritable choix de la part des femmes. Mais il est alors dénoncé comme un acte de provocation, sinon de prosélytisme. Donc on a toujours cette dualité, hein. C'est les meufs qui ont le choix en fait. Et si elles le font par choix, c'est qu'elles veulent... c'est une 5e colonne, elles font exprès pour provoquer. Et puis alternativement, t'as pas le choix, on te l'impose parce que le monde est sexiste chez les musulmans. Donc il y a les deux qui coexistent en permanence, à la fois de manière contradictoire. Mais il est alors dénoncé comme... Lucie, excusez-moi pour le micro. Lucie, dont on a noté précédemment l'athéisme fervent, évoque par exemple à plusieurs reprises sa méfiance à l'égard d'une amie de sa fille, Siham, étudiante en médecine et qui se déclare musulmane et porte le foulard. Si le port du voile est bien considéré comme un choix personnel de Siham, celui-ci est en revanche interprété comme révélateur d'une attitude dangereuse. Carrément, Lucie y voit le signe d'une affirmation qui confine à l'imposition et qu'elle associe par relation d'idées aux croisades. Eh ben, putain. Ah là là, c'est ouf, hein. Ce n'est pas juste de la provocation. Parce que finalement, si c'était de la provocation, ce serait peut-être qu'un temps donné. Mais ça dure, et ça s'amplifie. Donc, il y a ce retour à vouloir affirmer. Alors affirmer, c'est une chose, mais vouloir imposer, c'est une autre. Parce que qu'ils affirment leur religion, chacun chez eux en groupe, qu'ils se retrouvent. Oui, mais même ça, en fait, en pratique, c'est même pas vrai. Parce que même si tu te retrouves et que tu fais pas partie du truc, on considère aussi que c'est dangereux de toute façon. Mais vouloir l'imposer aux autres, non. Donc je sais pas, l'imposer sous quelle forme. Juste le fait d'exister, c'est imposé visiblement. Et c'est ça qui fait que le temps des croisades, tout ça, c'était ça aussi. C'était vouloir imposer à l'autre la religion, la seule. Ouais, on n'a pas du tout la même lecture des croisades, mais bon, ça c'est un autre problème. Le but, il n'est pas tant de corriger les personnes là-dessus, évidemment. Le port du voile est ici en quelque sorte surpolitisé, en faisant de ce vêtement le signe d'un prosélytisme menaçant. De ce point de vue, le voile est non plus perçu comme imposé aux femmes par les hommes, mais aux Français par les musulmans et les musulmanes. Ouais, ça c'est pas mal du tout aussi ça. Hop. Si c'est à nouveau la confrontation entre deux modes de vie, deux cultures qui est mise en scène, les femmes n'en sont plus les victimes ici, ou les supports passifs, mais les responsables au même titre que les hommes. Le discours islamophobe sur le port du voile peut ainsi tantôt dénier aux femmes musulmanes ce que les sciences humaines anglophones leur agency, donc leur agentivité, leur capacité à agir et à choisir, tantôt au contraire le reconnaître, mais en ne l'envisageant que comme une agentivité strictement religieuse et donc dangereuse. Dangereuse parce que prosélyte pour pouvoir l'imposer aux autres. Alors, comment expliquer ce passage d'une représentation à l'autre ? Dans le cas mentionné, on peut faire l'hypothèse que ce mode d'appréhension doit beaucoup aux caractéristiques sociales de Siam. Ah oui, ok. Lucie souligne en effet à plusieurs reprises l'excellence scolaire et l'intelligence de Siam, qui est titulaire d'un bac scientifique avec 1 an d'avance et poursuit des études de médecine. Par un stéréotype de classe, cette fois, liant l'excellence scolaire à l'autonomie et à l'esprit critique, il est alors plus difficile d'assimiler cette étudiante à la figure de la femme soumise et manipulée. Ouais, évidemment.
Les formes prises par l'islamophobie peuvent ainsi varier en fonction des ressources sociales de leur cible. Ouais, c'est pas mal du tout ça aussi. Hop. Ch'touk. En l'occurrence, face à une jeune femme musulmane dotée en capital culturel et destinée à faire partie des classes supérieures, ce sont les accusations de prosélytisme militant qui vont être le plus spontanément mobilisées. Make sense. Lucie a dit d'ailleurs, outré que le voile interdit à l'école soit autorisé à l'université, où étudie donc Siam et sa fille. Oh la vache. Interdit à l'université. Je vois pas pourquoi jusqu'au lycée on devrait pas... Sûrement le complot frériste, ouais, très probablement ça. Mais le débat sur le voile à la fac, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. On est quand même sur un haut niveau. Bon, on va voir ses arguments à Lucie en question, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Je vois pas pourquoi jusqu'au lycée on ne devrait pas se voiler et pourquoi à l'université on pourrait. Et pas dans l'autre sens. Hein. Pourquoi est-ce qu'au lycée on pourrait pas se voiler? Ça, c'est pas posé évidemment. Je trouve que c'est pas normal. L'université, que je sache, c'est quand même un lieu public qui dépend de l'État. Vous voyez, donc le rapport. Il y a plein de lieux publics qui dépendent de l'État. La rue, c'est un lieu public qui dépend de l'État. Mais bon. Là aussi, je pense que nos chers bonshommes qui nous gouvernent devraient... Les lois, elles sont faites pour être changées, pour être améliorées. Donc, ok. On voit ici que les lois françaises visant les signes religieux peuvent aussi venir nourrir et légitimer par une sorte d'effet de cliquet symbolique les aspirations individuelles à un élargissement du périmètre d'exclusion des femmes portant le foulard. Ce qui n'est pas encore appliqué à l'université, donc c'est quand même une proposition de Retailleau, hein, je le rappelle, à l'heure actuelle. Lucie le met en tout cas en œuvre là où elle en a le pouvoir, c'est-à-dire à son domicile. J'ai dit à ma fille, Siam, elle est la bienvenue à la maison et tout, mais je n'accepterai pas le voile. Wow, parce que moi, chez moi, c'est athée, il n'y a pas de religion. Bon, et du coup, elle n'a pas osé lui dire de venir. Bah, tu m'étonnes. Putain, oh là là, mais il y a des gens, ils sont malades quand même. Oh là là, les processus d'exclusion déjà entamés dans les espaces publics et scolaires peuvent ainsi s'étendre par capillarité, je sais pas si ça s'appelle la capillarité ici, et par l'intermédiaire de ce type d'initiative individuelle aux espaces privés de sociabilité. Eh oui. Voilà. Donc c'est une meuf qui interdit les meufs aussi. Au final, alors qu'elle le reprochait aux musulmans. Mec. De façon plus générale, ce lexique de l'imposition utilisé à propos des pratiques religieuses liées à l'islam est omniprésent dans les entretiens. Sur mon terrain, il fonctionne à bien des égards comme un opérateur d'identification du racisme. Pour les lecteurs interrogés, l'appartenance réelle ou supposée à l'islam semble en effet venir aggraver le stigmate déjà accolé aux immigrés. Comme l'exprime Jean S., infirmier à la retraite, ils ont la même religion, les mêmes pratiques, les mêmes coutumes, et certains n'arrivent pas à s'intégrer, ou ne veulent pas. Décidément, c'est une fixation. La dernière précision est d'importance. L'islamophobie a en effet ce paradoxe de combiner d'une part un culturalisme déterministe, essentialisant la religion musulmane et ses croyants dans une culture irrémédiablement étrangère. Donc, la France, elle sera jamais, il n'y aura jamais une dose de musulmans en France dans l'espace mental de ces personnes. Et d'autre part, la reconnaissance d'un libre arbitre, mais alors toujours jugé négativement avec suspicion. Okay, donc c'est vraiment un mélange des deux. Le défaut d'assimilation des musulmans peut être ainsi appréhendé tantôt comme une impossibilité culturelle, tantôt comme un refus volontaire de s'assimiler à la société française et à ses normes. C'est fou. Hein. Comme le notent les sociologues Abdelali Hadjat et Marwan Mohamed, le rejet de l'islam et des musulmans repose dans le dernier cas sur une caractérisation de l'appartenance religieuse comme un fait de nature acquisitive, alors qui relève d'une démarche personnelle et donc perçue comme réversible. Ah oui, donc on peut arrêter d'être musulman. Et non ascriptive, c'est un marqueur hérité extérieur au sujet comme l'origine ou la couleur de peau. Le choix du croyant est alors reconnu pour mieux lui être opposé. Ok, parce que la religion musulmane a été choisie, elle peut être aussi abandonnée, refusée, ou du moins cachée par l'individu la pratiquant, et souvent exige-t-on qu'elle le soit. Pour les électeurs interrogés, durant ma recherche, continuer de pratiquer l'islam, d'autant plus de façon visible, est dès lors perçu comme une provocation et comme un refus actif de s'intégrer. Bien noter ce terme là-dessus. Les pratiques liées à cette religion, alimentaires et vestimentaires surtout, y compris les plus triviales, comme le fait de ne pas boire de l'alcool, qui est quand même un truc ouf, de saouler tout le monde sur l'alcool en France, sont massivement interprétées à l'aune de cette intentionnalité antagoniste.
On dirait qu'ils le font exprès. Waouh, ils provoquent. Pourquoi ils l'étalent comme ça? Dans ce cadre, les musulmans ne pratiquent pas seulement leur religion, ils l'imposent à la vue, la table et dans les commerces, au travail. Hein, donc c'est juste l'existence. Hein. Alors ça rejoint un peu tout à l'heure, le simple fait d'exister de manière visible dans des espaces de sociabilité, ça crée en fait toute cette dynamique. Ben là c'est pareil, avec l'aspect supplémentaire que à partir du moment où tu pourrais, si tu le voulais, alors tu peux pas ne plus être arabe, mais en tout cas tu peux ne plus être musulman. Donc si tu continues à l'être, alors c'est que tu cherches, tu provoques, et donc tu veux l'imposer. Okay. À partir du moment où tu te... Donc ça c'est aussi... Alors qu'il n'y a aucune règle tacite, à part au lycée où tu n'as pas le droit de porter ton foulard, il n'y aura aucune règle qui t'interdirait ça. On ne se conforte pas à un truc qui n'est pas imposé a priori. Ça fait vraiment ennemi de l'intérieur. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'une bonne partie de l'islamophobie, du théorie du grand remplacement, c'est lié à des théories du complot qui, en fait, y compris même les gens, y compris les musulmans, mais aussi donc les personnes non blanches, n'ont même pas l'agentivité. Souvent, c'est des théories du complot qui impliquent aussi, par exemple, l'antisémitisme. Donc, c'est vraiment les mêmes ressorts, en fait, que tu retrouves pour l'islamophobie et l'antisémitisme. Un complot de groupes extérieurs qui viendraient imposer quoi que ce soit, quoi. Et encore une fois, toutes les règles, elles sont tacites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manuel de l'intégration en France. Tu vois, il n'y aurait pas un truc écrit en disant si tu fais ça, t'es français, puis si tu le fais pas, t'es pas français. Parce que pour les Arabes, même si tu le fais, t'es pas français. Et il n'y a pas écrit des trucs spécifiques pour les musulmans, quoi. Tu vois, l'État français n'oblige pas à boire de l'alcool tout le monde. Heureusement d'ailleurs. Mais si t'en bois pas, selon la couleur de ta peau, t'es soit un ancien alcoolo, soit un musulman. Donc en fait, c'est ça aussi qui est, comment dire, qui permet en fait, qui permet tout ça. Alors, ça va être l'heure. On continue, je fais le dernier paragraphe. De ce fait, le degré de visibilité et d'intensité de la pratique de l'islam est particulièrement scruté et commenté. Si, on l'a dit, toute personne identifiée comme arabe ou comme turque est le plus souvent perçue par défaut comme musulmane, mort de rire, on ne boit pas d'alcool juste pour faire chier Michel, on vit dans leur tête, c'est fou, t'as vu ça moi, ça va faire bientôt 25 ans que je bois pas d'alcool, tu peux... Enfin, si tu sais, on en a déjà parlé, mais c'est un enfer, en fait, de devoir justifier de tout et n'importe quoi juste pour ça, quoi. Juste pour... L'alcool, c'est quand même un marqueur de ouf. La France, elle a un souci avec ça, quoi. Et effectivement, ça devient qu'est-ce qui peut bien avoir à foutre que tu boives pas d'alcool. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était un tel marqueur. Alors, en différenciant les individus qui ne sont pour ainsi dire que d'origines différentes et ceux présentant des marqueurs visibles de leur pratique religieuse. Okay. Toute pratique religieuse manifeste intervient alors comme une sorte de circonstance aggravante, signe évident du refus d'intégration dans la société française. Et on a déjà dit que même quoi que ce soit que tu fasses, de toute façon, tu n'es pas intégré. C'est pile, tu perds, face, tu gagnes pas. Quoi. C'est vraiment, il n'y a rien à faire là-dessus. Quoi. Symétriquement, le fait de ne pas montrer des signes d'islamité lorsqu'on est soi-même racisé est perçu comme un signe de bonne volonté assimilationniste. Alors ça aussi, ça dépend. Maintenant, vu que tu peux faire une taquilla et que tu peux mentir aux gens, il y a aussi tout cet aspect complotiste qui existe. Mais bon, que nous dit Clément, de 25 ans, jeune employé dans le salon de coiffure, qui me parle ainsi régulièrement d'amis ou de collègues qui désignent comme arabes et francisés. Eux, ils disent francisés dans le sud-est, c'est ouf ce terme quand même. Francisé, waouh. Ce dernier collectif se renvoie au fait que ceux-ci boivent de l'alcool. Ah, ok, tu parles des non-blancs qui sont francisés, qui mangent du jambon et prient discrètement, ça se voit pas. Ils prient mais ils mangent du jambon et boivent de l'alcool, ok, et ne portent pas de signes religieux vestimentaires visibles. À propos de la petite amie d'un de ses collègues, Clément souligne son intégration entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle, on la voit dans la rue, pouf, c'est une Française, elle porte pas le voile, elle porte rien. Elle n'a pas d'autres attributs qui fait que c'est une Française, pour être sûr, mais bon, je dis ça, je dis rien. Pour toute personne appartenant aux minorités, ne pas pratiquer ou peu l'islam fonctionne comme une francisation symbolique. Le bon immigré est à la limite un non-musulman, ou en tout cas un musulman discret, invisible, qui n'expose pas sa religion. Donc je redis, tu n'es pas un bon immigré longtemps. Ça ne dure pas très longtemps le fait d'être un bon immigré. Mais
Ça a déjà été fait, de ne pas être religieux, d'être religieux discret, de ne pas l'imposer. C'est toutes les années 70 et 80, et ça n'a rien changé. Alors, chez plusieurs de mes interlocuteurs, persiste cependant une suspicion sur le degré réel de modération des croyants musulmans. Ces derniers sont en effet, au sens de Goffman, des individus stigmatisés mais aussi stigmatisables, c'est-à-dire devant ou pouvant dissimuler ce qui en eux pourrait susciter un discrédit potentiel. Ah ben voilà, on y arrive. De ce point de vue, l'islamophobie se rapproche d'autres processus de stigmatisation comme l'homophobie ou l'antisémitisme. Évidemment, c'est exactement ce que je disais, parce que l'appartenance religieuse n'est pas une chose toujours immédiatement visible au cours des interactions. Le problème, entre guillemets, comme me le résume Christophe, sapeur-pompier, toujours lui, cité plus haut, c'est qu'avec eux, les musulmans, on ne sait jamais à qui on a affaire. Ah là 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 là. Un de ses collègues rencontré par son intermédiaire, Rémi, estime lui aussi que certains musulmans peuvent cultiver l'ambiguïté sur leur radicalité. Il a même inventé un terme, musulmiste, qu'il applique aux individus dont il est difficile de dire selon qu'ils sont modérés ou islamistes. Ah mais carrément, modérés ou islamistes. Il n'y a même pas autre chose. Musulmiste. Waouh. Je me rappelle plus avoir lu ça, tiens. Tu vois, j'ai lu vite. C'est bien de relire les livres à haute voix, essayer d'expliciter les passages, qu'on trouve des trucs que j'avais pas fait gaffe en première lecture. D'autres enquêtés réalisent de véritables petites enquêtes afin d'évaluer le degré d'orthodoxie religieuse des personnes musulmanes qui peuvent être ramenées à en côtoyer. Mais c'est fou quand même. T'as vraiment vivre dans leur tête. T'as raison, Mounira, c'est exactement ça. Wow. Jean-Pierre, le CRS pied noir, on se rappelle de lui, à la retraite, évoqué au début de ce chapitre, m'explique ainsi avoir fait le test à propos d'un de ses voisins. Oh là là, putain, ces gens, ils ont un souci, quoi. J'avais un ami turc, mais bien, très bien, et pas du tout en à mettre en avant sa religion. Il restait très très discret avec ça. Et donc une fois, il m'a invité chez lui, et j'ai fait le test. J'entre et je lui demande, est-ce que je me déchausse ? Il m'a répondu, non, pourquoi ? Donc voilà. Mais quelle heure ? Putain, mais c'est ouf. Et puis ces filles, pareil, elles me demandent si je veux prendre un thé ou un café. Et les filles, mini-jupe, maquillées et tout. Sympa. Sympa, Christophe. L'ami turc ici est donc très bien, en ce qui contraste avec l'image du musulman intégriste qui se demanderait que l'on se déchausse à l'entrée de son domicile, parce qu'évidemment la maison c'est comme la mosquée, et dont les filles ne pourraient être maquillées. On constate là encore une manifestation de la racialisation du sexisme dont on a parlé plus haut, où certaines normes genrées, mini-jupe, maquillage, parce que considérées comme françaises, se retrouvent ici valorisées, quand d'autres comme le port du voile sont par ailleurs vivement critiquées par Jean-Pierre. On constate également à travers ce vocabulaire du test que cet électeur semble se présenter dans sa vie sociale ordinaire et son passé de policier n'est sans doute pas pour rien, comme à l'affût de signaux faibles révélant de potentiel intégrisme, pour reprendre la terminologie mise en place par l'État français dans sa politique contre la lutte contre la radicalisation religieuse. À nouveau, il paraît peu heuristique d'assimiler le racisme à une simple ignorance. Et oui, c'est même plutôt l'inverse. Il existe aussi des volontés de savoir racistes. Ah, c'est bien dit ça. Dans un domaine de... Voilà, des gens qui étudient effectivement bien les signes de musulmans pour bien pouvoir les traquer et savoir quels sont les bons ou mauvais musulmans. Ouais. Voilà. Des volontés de savoir racistes. Ça, c'est pas mal du tout comme terme. Tiens, je connaissais pas. Ok, je finis le paragraphe et après j'arrête. De même... L'analyse du racisme comme repli serait ici fautive, occultant la dimension proprement active de la mise en suspicion raciale. Ça aussi c'est vrai, putain. C'est très bien dit. Très préoccupé par ce qu'il considère comme une invasion tous azimuts et comme une islamisation croissante de la France, Jean-Pierre m'indique qu'il se renseigne régulièrement, notamment par la consultation de différents sites internet. Il se méfie des médias télévisés, qui documentent le nombre réel de musulmans supposés présents dans le pays, l'augmentation des constructions de mosquées, etc. Ok, on va s'arrêter là pour la vie de Jean-Pierre, le CRS pied noir, qui surveille activement tous les Arabes pour vérifier les Turcs, pour vérifier si c'est des bons musulmans ou pas. Mais bon, donc là, tout le passage qu'on vient de voir, sur, encore une fois, là, sur l'islamophobie, ça rajoute vraiment encore beaucoup plus de précision en fait sur l'aspect racial et mental
racialisé mentalement de l'électorat RN. Bon, sur l'islamophobie, il n'y a pas que le RN, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon, retenir ce qu'on vient de dire là-dessus. Donc voilà, il est 11h07, je vais arrêter. Donc je referai mardi prochain la suite. Hein. On est à 133 pages sur 218, hein, donc on fait 40 pages à chaque fois à peu près par session. Donc rappelez-vous, c'est sur YouTube si vous avez raté des épisodes. Et d'ici là, à bientôt. Rappelle demain pour le Chris Harman et pas jeudi. Voilà, voilà. À bientôt. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao tout le monde. Merci à vous.